Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome back to the last session of the day. I know it's been a long day and lots of discussions with the PDP especially, but I can promise you that this is going to be a very interesting session because our two speakers here that I will introduce shortly are going to be speaking about an issue that many of us and many of you, I'm sure, feel very passionate about, which is internet service evolution, the impact of mobile access, and of course the different uses that we put many of these technologies into. First, I will briefly introduce our first speaker, who's Mark Bennett on my immediate left. And Mark's biography is very interesting, but one that makes him an expert in the issue that he's going to talk about. And I'll read quickly his biography, which I'm sure you may have seen online on the meeting website, but nonetheless, this would set the stage for what he's going to offer. And he says that after a background of commercial IT in the UK, Mark Bennett moved or worked for 12 years at the University of Zambia, which is not very far from here. And during his time at that university, he was involved in the startup of Zamnet, again, one of the earliest ISPs in the region. He then set up AfriConnect, which you may be happy to know is one of our sponsors for this meeting, based out of Cambridge, which was at that time offering satellite connectivity around Africa. In 2005, we set up AfriConnect Zambia, which is now one of the largest conventional ISPs in the country. And that was sold in 2010, so I think he has a bit of money from that. Last year, Mark moved to, again, full-time to work for iSchool, which is developing e-learning for the Zambian school curriculum. And I think I'll let Mark now take the stage, and after which I will introduce our next speaker, Pharrell Foley. Mark, the stage is yours. Thank you very much. Yes, I was a techie, and I have run several ISPs, but maybe now I've graduated out of that, and I'm just thinking, looking around, that the sign of graduating from techiedom is to wear a tie, perhaps. There are very few of those today. But actually, that's probably because it's just too hot in here. And yes, I did have some money, and I should have retired, but unfortunately, I was crazy enough to start iSchool instead. So now we have no money, and I'm looking for sales today here. I must remember not to wander away from this microphone. I tend to wander. So I have been operating in ICT in this country in one way or another for about the last 30 years. And things have changed hugely. And this is much the most exciting time that there has ever been. We have now, instead of the very slow, extremely expensive satellite circuits that we all started with some time ago, we've now got fiber cables all over the place. We regularly dig them up. And we've got much better and much cheaper connectivity with the outside world. You can completely forget that we're here in the middle of rather cut-off, landlocked Africa. And you can see that wonderful diagram, like the ventricles coming into the heart at the bottom there as the red spreads in from the coast. And also we've got this huge change that up to 90% of our populations have got GSM and therefore actually GPRS Edge, G3G or whatever internet coverage, and now an increasing amount of WiMAX coverage as well. So there's higher speeds out there for at least those who can get it or those who can afford it. So the whole scenario is very changed. And the other very big change, of course, that's happened is the devices that we use to connect to the internet. We used to have big computers. They used to have electricity all day long. And I don't know about the rest of you, but I don't have electricity all day long.
it's a privilege when it comes, especially in the rural areas. But now that's no longer true either. We started to migrate to smaller devices like the Classmate or netbook-style computers, to which I'll come back in a minute. And then, of course, we migrated to tablets and to smartphones. And I imagine most people in this room have a smartphone. So the whole deal has changed. And now, just in the last year or two, the price of those has really begun to plummet. So again, they become much more affordable to the man in the street or the man in the bush. So Zambia is a typical example when it comes to education, because education is where the whole thing begins to get exciting, education and health and agricultural development and so on. We also have a fairly young population. We have a rural population, slightly less so than the rest of the continent, but still very rural. And so the majority of schools, the majority of teachers and pupils are in rural areas. And there are immense challenges centered around rote learning, centered around the change to community-based schools in many cases and untrained teachers with very large class sizes and fairly low literacy levels, and teaching in an environment like the one that we see on the right-hand side there, where the teacher is the only one with the textbook. And so all of these are the things that we're used to seeing that make education pardon me, a challenge, particularly to many of our more rural schools. None of these things are easily overcome. Is that the end of that? No, not quite. Look at that. Oh, I thought that was still, yes. High absenteeism, particularly rote learning. There's early dropout. The fact that health is not as strong as health should be. The fact that there is malnutrition and so on out there means that we easily finish up with the poverty trap, of which poor education is the absolute key. And it is going to take us several generations to get out of that. But now we have a chance to do so, I think, using the technology that all of us can deliver. And I like the fact that you labelled your badges with local host, mine says, and I think that's a nice technical term there. So the opportunity now is that we can buy good, low-cost tablets. We can buy smartphones and other devices for well under £100, often well under that, and that these are devices that can be taken into our existing classroom. That might be a thatched roof, it might be a real classroom, but we no longer have to put up with building special computer labs. They are very 20th century, so please don't do it. We've now got an opportunity to do something very different. So what iSchool has created is what we call the total learning environment. So we've taken the entire Zambian primary school curriculum, all 7 grades of it, which is very similar to the curriculum of many other countries around the region. We've broken it down into terms and weeks and days, and for every single lesson we have written a 2- or 3-page very detailed lesson plan for the teacher. How to set up the classroom, what resources you're going to need, which are always ones you can find locally, what are the questions you're asking, how are you breaking into groups, what are you doing in those groups, what are the activities that are going on in the class, how do you draw people together, and how do you send them away afterwards with more to do outside the school class environment. So all of those things are moving the teacher away, they're forcing the teacher away from the straight model of rote learning. They can't get away any longer with standing there at the front of the classroom and just being the chalk and talk teacher. They are being driven towards interactive inquiry-based learning simply by following that lesson plan. And then for every other lesson, the student will be in front of the tablet computer or the classmate or whatever. We're using little tablet computers like these. You might need to come to the front to see these. We're having a bit of a technical issue just now, which we'll come to. It seems that you can't trust Apple computers. It's a problem. So we've got interactive inquiry-based learning going on, multimedia in English, as well as 8 of our local languages here, that is all voiced as well as written, that is available on the tablet device for all, again, the entire primary school curriculum. Illustrated so that they are appropriate to the context, and all matching with the national curriculum, so delivering the entire national primary curriculum.
And we'll come on to look what that looks like in just a minute. And the last component of the device, of the scheme, the total learning environment, is a one-year teacher training program. So after study, we realized that it's so important not just to change what's in front of the children, but to change the way that the actual teaching is done. That's an absolutely critical component if the whole deal is to change. And so we expect to train teachers for several days face-to-face, but we then expect them to go away and use our learning material over the next 60 modules over the next year or so. So the product is very prescriptive in its methodology. We expect the teacher to be working in a new way. Instead of working at the front with a chalkboard, she's now interacting with one group of students so that she knows exactly what they're doing and can differentiate their work. There are other groups going on in the classroom, some with their own tasks, and some working on computers, roughly 2 to 1. So there's some good peer education going on down at the bottom right-hand side here. So it changes the way that the learning's done, and it changes the whole teaching style as well. So out of one particular piece of learning content in the lesson there, lesson plan at the top, we've got some local illustrated learning. Now that is supposed to animate. If somebody's got some codecs handy, it would animate. But in the absence of that, I'm going to just show you on this tablet. So this tablet contains, we'll look at the other alternative technologies, contains 25,000 lessons by the time you've looked at all of the different languages that it's in. So that one lesson is obtained just by touching on the fact that it's a grade 2 lesson. We're touching on there because it's Mrs. Piri's class. And then we touch on here because that's the lesson that we're on at the moment. Now, because this is set up for a Lusaka classroom, I don't know how easily you can hear that. And I don't indeed know how good you are at speaking Tanyanja. But that is one of the many languages that we've got on this device. So the lesson itself is fun, it's simple, it's colourful, it's for grade 2. There's actually lots of movement on that slide. There's questions, there's thoughts, there's ideas coming through so that the children are challenged in their learning. And if they've then understood that in Nyanja, they can, if they wish, just click another button and go back, and they'll find that it's in English. So again, the illustration that's locally appropriate on here, there is no skyscrapers, jets, pizza parlors, and whatever else have you. And we can pick any one of our other local languages. There's another one, Bemba, which apparently is shouted rather than spoken. So the learning objectives, a reminder of the previous lesson, and then a quiz about the numbers about setting up our own market stall and so on. So everything's sitting on this fairly simple device at present. So thank you for that, and that is indeed the Bemba version of that same story. With the objective clearly that we're not just wanting people to learn how to use tablets, not just wanting people to pass their examinations better, but that we want people to become thinkers and problem solvers and change the things that they're able to do in life. So in order to try and get to schools, we've obviously had a challenge that's changed as the past few years have gone by. We started this 5 or 6 years ago with the initial attempt to set up classrooms in schools, which were doing e-learning. And what you can see is that we wanted things to be robust, they must be simple to use. We can't assume mains power, most schools don't have it, and we have to better keep the learning up to date and so on within that environment. So initially we were indeed, we get to the techie bit now, so you can come back out of Facebook again. We set up traditional learning labs in classes, but not very successfully. There is the power problem, there is the fact that ICT is then seen as being something special, where you go to a special place rather than do it in your own classroom. So we moved on to a combination of lower cost, simpler, non-power requiring tablets, but still requiring some kind of internet connectivity. It works, but it doesn't work as well when you've got 50 children all hitting the enter key at the same time.
So we then moved to a nice combination of the two, where we put these small, low-power servers in schools, solid-state devices running off 12 volts. They contained the learning material, and then we had the classmate computers as being thin clients to those. Again, that works quite nicely. This one can update itself overnight from the internet. But still, there are challenges. There are challenges with needing electricity to run a radio network. There are challenges with keeping it up and running. And so that is why, within the last year, we've finished up moving to tablets. Tablets, because the price has come down so significantly for what is really a quality tablet. We're no longer looking at ones with 1 hour battery life, but ones with 9 hour battery lives. We're no longer looking at poor screens, but good capacitive, fast screens with good processor and lots of memory where we can store everything on board and fully locked down so that there aren't any maintenance challenges. And looking forward, we still want to go to the next level, and although the tablet is the way to go for many schools because it's a good device which is large enough, there's no reason why we also can't go to the same learning material on lower cost smartphones. So you can buy smartphones now, as you're well aware. How much does anybody pay for a smartphone? Come on. What's the price for a good smartphone? But you see, you can get them for well under $40 now. I got this particular batch. This is running our school system. You need very small fingers, but that's okay. Some people have got them. I bought these as a batch from China for $33. And when they leave the factory, they ask you if you want to stick the Samsung label on the back or not. So you kind of know where they're coming from, and you kind of know the price that Samsung should be charging. But equally, these tablets are very acceptable, or these phones and so on are very acceptable. The travel agency. So you see, this is just as good for learning, at least if you're at home. Legendary African walking safari, the Victoria. So that's a welcome to Zambia. What most of our rural friends have at the moment, of course, around the country generally, everybody has one of these. A sort of $10 Nokia style phone. Great fun. And how can you ever refuse a phone that's got a flashlight in it? I mean, that's just good value. But the reason they haven't moved away from this to something more sophisticated like this, even if it's only $35, is because there's no reason to. This does not speak their language. This does not speak the language in the village. You need to be literate to use a smartphone. But what we need to do now is to create that next push that says, and this is what we're trying to do, let's deliver education, let's deliver health, let's deliver agriculture, let's deliver business over that low-cost phone. The low-cost phone has got room in the side for a 32 gigabyte smart card, SD card, so let's go for that, so that it's talking to them. It's talking to them in their own language. Okay, so I had to bring in our little robot friend here on the right-hand side. So we don't need an internet connection in order to use these tablets. All the lessons, all the lesson plans, and all the teacher training material, a cut-down version of Wikipedia, and all sorts of other things are on here. But if you've got it, it can use it. So there's a 3G version or a Wi-Fi version, and they can be used in all sorts of combinations. So we have a home learner version of this tablet, where there's also homework and so on in the content. There's adult numeracy, there's adult literacy, there's revision, and there's all sorts of things that you can do going through. This, of course, is Mrs. Droid, and this is her daughter, who is called Anne. But there's also a version for schools and for teachers. So this is Anne's father, Professor Droid. And there is the school version that you've just seen, which goes through lessons in a very methodical way. So it's Tuesday, it's term 3 of grade 4. So this is the lessons that we've got for today. Here's the teacher lesson plans, here's the student learning, and we're going through it. And then, as I say, there's a teacher version. We expect to provide teachers as well with projector facilities like these. Small, low-powered LED projectors. They work very well in schools, and they work just as well off a battery like this one. So everything we're offering here can be run off solar power,
either whole school solar power or little jobs like this one, sort of $35, which is enough to power one of our tablets. So all of this is low cost, and all of this is designed for the rural environment. We've been testing this in schools for the last 2.5 to 3 years now. So we've got children who've grown up through grades 1, 2, and 3 only doing this style of learning, and we've seen very significant improvements in their numeracy, their literacy, and their general thinking skills, and you can see some of their testimonies, both at home and at school, so the parents are understanding that a big change is going on here as well, and the children are having fun, and they're going to school, and that's a change for some. And the teachers are seeing literacy and so on a year earlier and whatever than they were before. So we're selling it for these kind of prices, which means sort of somewhere 50 cents to $1 per child per month, which is inclusive of a whole bunch of other stuff, as well as just the tablet device. We're selling through our stores, and you can access all of this learning material. Should you wish to learn Tonga or Bemba or some other language in this country, you can do that over the internet as well. It's all available there, as well as on the freestanding little classmate machines. And you will see it in other languages soon, so those are the markets and the potential funders of them. And a very key component of what we're trying to do is the sustainability. We want these devices to have a use in the communities in which they are found. So if a school has got 30 of these for its students, and you only need roughly one of these between 10 students, the way that the classroom work is set out, so it's not such a huge cost. You only need one of those between 10, but it does mean that the school might have 30 of those, and we would like the local communities in the village or the townships or wherever to come into school after school hours and to be able to use those facilities. So what we're putting on the devices is also a lot of farming material and a lot of health material aimed at small scale and subsistence farmers in English, as well as the same 8 local languages, and is navigable by those with low or no levels of literacy. It will always read to them based on pictures. And the same is true in healthcare as well. We even have our own version of Fruit Ninja with local vegetables and produce to be able to test your skills in nutrition knowledge. We're now looking at external markets as well. You will see a Swahili translation of some of the learning go up on our website in the next few days. We're talking to a number of other countries about getting in there. We've got the key learning content now, and it isn't such a huge job to take it anywhere else. Primary school is about reading, it's about thinking, it's about numeracy, and being prepared for life. And so that applies wherever you are and whatever your basic curriculum is. So those are the things that comprise what it is that we're doing. It's very important that teacher training, teacher rethinking takes place as part of it, and extremely important that there is obviously technical sound follow-up as well, so this doesn't just disappear into a vacuum, and that there is always a means of sustainability as part of what it is that we're selling. So this is the final call to say that actually all of us now have the power to take improved education out into the African market. Wherever we are, we would be failing our countries if we did not use the technology that we now have, both in terms of internet service delivery, in terms of technology, in terms of support, in terms of education, if we were not to go out there and change the way that our children are taught. And it's a huge challenge to those of you who've now created the infrastructure to use that infrastructure to deliver the key essentials of improving the life of the nations. So that's what we're aiming to do, ultimately, is to make sure that people have learnt how to learn. They know their way into a new future, and we can build quite different knowledge economies on the back of whatever's going on at the moment. Thank you very much.
Thank you very much, Mark, for that presentation. I think we will proceed with Pharrell first, and then we'll come back and ask the two of them questions so that Pharrell doesn't have to wait for much longer to make his presentation. I'll introduce Pharrell briefly, and then let him make his presentation. Pharrell is a soldier. I think if you see him walk around, you probably see him marching. But he doesn't work as an active soldier, as he says. He's an army captain at the moment, and a telecommunication engineer of many years' experience, 7 years' experience, I should say. And he works at the National Telecommunication Authority of Benin and at the Ministry of ICT as a network engineer. And there he manages mobile network operator services and billing. He's also been involved in various projects in Benin, including within the e-government section. He's also previously worked with the United States AFRICOM, where he did 4 years from 2008 to 2012 as the technical director in Africa Endeavor Program, which he says intends to enhance communication, interoperability, and capabilities among African nation armed forces, African Union, the US Defense, and their counterparts in Europe. So I think he may have a few secrets that he's going to share with us. Pharrell, I think I'll let you make your presentation. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm tempted to do my presentation in English, as most of the people in the audience are English speaking, but I'm not sure that my English is so fluent to get understood. So if you don't mind, I will just do my presentation in French. Finally. Okay. F5. Control L to when you open, it should ask you to go directly in presentation mode. Close and open again. Okay. Ok, donc ma présentation va s'articuler autour de 3 points. Une petite introduction sur ce que c'est que les services mobiles innovants. Ensuite, je vais faire un grand focus sur le mobile health et présenter une application du mobile health qui est le ePharmacy Net. ePharmacy Net est un projet qui a été conçu au Bénin et travaillé avec des docteurs à l'Université du Bénin et en Allemagne. Et c'est un concept qui permet à n'importe quel patient de trouver par exemple la liste des médicaments qui lui ont été prescrits dans un hôpital en utilisant un smartphone ou tout équipement géolocalisé pour trouver la liste des pharmacies les plus proches de son domicile ou du lieu à partir duquel il envoie la demande. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que le monde est mobile. Demain sera encore plus mobile qu'aujourd'hui. Et la plupart des applications et des services que nous développons aujourd'hui se focalisent beaucoup plus sur les équipements mobiles, sur l'Internet mobile et tout ce qui peut permettre d'atteindre des populations dans les zones éloignées qui n'ont pas accès aux infrastructures de base. Et en termes de services mobiles, vous connaissez tous aujourd'hui le mobile money, le mobile education dont monsieur vient de parler de long en large, et beaucoup moins certainement le mobile agriculture et puis le mobile health dont je vais vous parler aujourd'hui. Ok, c'est quoi le mobile health? D'où est-ce que le mobile health vient?
Il faut savoir que la plupart de tous les domaines aujourd'hui tendent à utiliser les technologies de l'information et de la communication afin d'améliorer le niveau d'efficacité dans tous les domaines. Et le domaine de la santé n'est pas resté en marge de cet événement et on s'est demandé à un moment donné comment est-ce qu'on peut utiliser cette technologie-là dans le domaine de la santé afin d'augmenter le niveau des soins de santé un peu partout dans le monde. Cette question, par exemple, a poussé l'OMS à commencer à renforcer tout ce qui vient dans le domaine de la télémédecine. Et notamment, le mobile health est une composante de la télémédecine qui se focalise beaucoup plus sur les terminaux mobiles afin de connecter le patient et un médecin ou un professionnel de la santé. Et avec le mobile health, par exemple, on peut faire du monitoring à distance d'un patient, gérer les rendez-vous d'un médecin ou, par exemple, suivre des cas critiques tels que des gens qui souffrent de diabète, de problèmes de cœur ou tout ce qui est attaque pulmonaire et des maladies qui y sont liées. Les différents cas d'utilisation que je vais présenter ici seront tous des cas d'utilisation à faible risque. Ça ne doit pas être des cas d'urgence qui nécessitent l'intervention continue d'un médecin, mais qui amènent beaucoup plus à un suivi quotidien plutôt que dans la réalité. Mais avant de continuer, permettez-moi de définir quelques thèmes, parce que les cas d'utilisation que je vais définir sont des cas d'utilisation parfois très médicaux, parfois très techniques, et donc pour permettre à toute l'audience ici de comprendre les différents thèmes que je vais utiliser, je vais définir chacun des différents thèmes. Je vais les garder en anglais parce qu'il n'y a pas les traductions standards en français, mais j'expliquerai simplement ce que chaque contenu veut dire en français. Donc, dans le système, on va définir par patient n'importe qui souffre et qui a besoin d'une assistance médicale. Et puis, on va définir par clinicien tout professionnel de santé, un médecin, un infirmier ou quelqu'un qui est accrédité dans le domaine de la santé pour apporter des soins à quelqu'un qui souffre. Ensuite, on va parler du healthcare provider. Le healthcare provider, c'est l'hôpital, par exemple, qui va suivre le malade là, ou l'entité qui est garante en fait de tous les soins qu'on a prescrits ou qu'on doit prescrire à un malade ou à quelqu'un qui en a besoin. Ensuite, on va parler du mobile health service. Mobile health service, c'est l'application ou le service qu'on met à disposition du patient afin de l'interconnecter à un médecin ou qui va permettre à un médecin, par exemple, de suivre un patient à distance. Le Mobile Health Service Provider, c'est l'entité qui n'est pas forcément médicale, mais beaucoup plus TIC ou bien ICT, donc qui va mettre en place une application disponible aussi bien du côté du patient que du côté du docteur et permettre de mettre en contact les deux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et pour couronner tout cela, il faudra bien des équipements du côté du patient et des équipements du côté du médecin afin que l'application qu'on fournit puisse interconnecter les deux intervenants dans le système. Et donc, les différents cas d'utilisation que je vais décrire ici, il y en aura 3. Le premier cas, c'est le plus simple. Donc, ça ne nécessite pas une prescription médicale. Ça fait juste intervenir un patient et un assureur, par exemple, ou un patient et quelqu'un qui veut observer le patient en question. Le deuxième cas d'utilisation nécessite une prescription médicale à l'avance et je vais distinguer 2 cas. Un premier cas qui augmente la complexité du niveau du patient et un deuxième cas qui augmente la complexité du niveau de l'intervenant, du médecin ou du professionnel de santé. Le dernier cas est le plus complexe parce que ça demande un niveau de compréhension ou un niveau de connaissance beaucoup plus élevé de la part du patient et la plupart du temps, on ne peut pas trouver ces genres de systèmes actuellement dans les pays en développement parce que ça nécessite une bonne infrastructure en place alors que la plupart des pays en développement ne bénéficient pas encore de ce niveau élevé d'infrastructure. Voilà, le premier système, je prends par exemple le cas, vous avez votre grand-père qui est malade ou qui a souvent des problèmes cardiaques, mais il refuse d'aller voir le médecin, soit parce qu'il doit le faire tous les jours et ça l'embête, soit il n'a pas envie de vous montrer qu'il est malade et qu'il a besoin d'assistance tous les jours, soit le médecin le plus proche est à 100 km et vous décidez quand même de le suivre de façon quotidienne afin d'alerter un médecin ou un professionnel de santé pour que, lorsque son cas devienne critique, par exemple, qu'on puisse prendre soin de lui beaucoup plus facilement. Alors, vous pouvez contacter un fournisseur de services mobiles, un Mobile Health Service Provider, qui peut par exemple vous donner une caméra IP que vous allez installer chez lui à la maison. Il peut aussi vous donner un bracelet Bluetooth qu'on va mettre au bras de votre papa. Pour faire quoi? Par exemple, pour mesurer le niveau de pression sanguine. Et chaque fois que la pression est mesurée au niveau de votre grand-père, ça sera transmis sur son téléphone mobile
qui dispose d'une connectivité GSM et cette information va être envoyée de façon quotidienne vers le centre de Mobile Health Service où le bracelet Bluetooth peut disposer aussi d'une connectivité GSM qui va envoyer cette information de façon régulière. Et ici, vous pouvez remarquer que l'observateur ou le souscripteur peut observer son patient de façon régulière. Ici, remarquez que l'observateur ou le souscripteur peut être l'assureur, parce que l'assureur, par exemple, veut éviter de devoir dépenser beaucoup d'argent en cas de crise grave et donc préfère suivre de façon quotidienne son patient ou celui qui a souscrit à l'assurance pour alerter le médecin au cas où on en a besoin le plus tôt possible. Le deuxième cas, ici, fait intervenir un healthcare provider, donc un hôpital par exemple. Donc je suppose que vous avez un parent ou vous-même, vous souffrez du diabète. Et la plupart du temps, le diabète, par exemple, vous amène à aller voir un médecin tous les jours pour qu'on mesure le taux d'insuline dans votre sang. Parfois, ça peut être vraiment frustrant parce que si vous devez le faire tous les jours, avant d'aller au boulot ou après être allé au boulot, ça peut vous frustrer et ça peut amener à faire beaucoup de déplacements. Surtout si le centre médical le plus proche se trouve à plus de 100 km. Dans ce cas, le médecin ici va vous prescrire un équipement qui va vous permettre de mesurer vous-même votre taux d'insuline à la maison, chez vous, et que ces données soient transmises de façon automatique dans le système ici, au niveau du Mobile Health Platform, et que chaque semaine ou chaque mois, quand vous allez retourner voir ce médecin, lui peut sortir ce graphe et savoir l'évolution journalière de votre taux d'insuline dans le sang. Imaginez donc ce que vous avez sauvé comme temps. Au lieu d'aller tous les jours, vous avez juste un équipement en Bluetooth qui fait ses enregistrements quotidiens tous les jours et nécessite juste peut-être 2 à 3 minutes de votre journée pour faire ça. Malheureusement, comme mon collègue tout à l'heure, je n'ai pas amené beaucoup d'équipements pour vous montrer, mais Apple a par exemple un équipement qu'on peut connecter sur un téléphone iPod, et puis cet équipement, dès lors qu'il mesure votre taux d'insuline dans le sang, va le transmettre sur le téléphone qui dispose d'une application appropriée et cette application peut l'envoyer à votre docteur de façon quotidienne. Maintenant, on peut choisir d'augmenter la complexité du système du côté patient. Si le patient, par exemple, a un grand niveau intellectuel, il se peut qu'au lieu de lui donner un seul équipement à la maison, on peut lui en donner plusieurs pour augmenter le niveau d'efficacité du diagnostic qui va être fait. Dans ce cas, par exemple, on va utiliser plusieurs capteurs. On peut utiliser un capteur à la main, on peut utiliser une pèse, une balance, on peut utiliser des capteurs visuels, des capteurs de température pour savoir à quelle température fait-il dans la chambre où le patient en question est. Est-ce que ça peut avoir un impact sur son état de santé? Oui. Et dans ce cas, tout ça va être mis sur une passerelle ici, en l'occurrence un smartphone ou n'importe quel type de gateway qui va collectionner ces données-là provenant de plusieurs équipements et les envoyer au niveau de... Oh, sorry. Qui va être envoyé au niveau du Mobile Health Platform ici, avant que ça n'aille au niveau du Healthcare Provider. Ensuite, on peut choisir d'augmenter la complexité au niveau du Healthcare Provider en amenant 2 types d'équipements qui sont le Personal Health Server et Electronic Health Record Server. Donc, le médecin ou le centre de santé va dire « Ah, moi je veux améliorer l'efficacité du soin que je porte à mes patients. Donc, je vais garder à mon niveau des bases de données pour savoir, de façon quotidienne, je vais suivre tous les soins que je leur ai portés. Même s'ils n'ont pas souscrit à certains services au niveau du Mobile Health Service Provider et que, de façon indépendante, ils viennent chez moi, j'enregistre leurs données et comme ça, je peux faire une corrélation forte entre ceux dont ils souffrent aujourd'hui et ceux que le système a permis pour moi de mesurer. Et dans ce cas, on peut utiliser ces 2 types de serveurs. Et en l'occurrence, ce serveur-là, par exemple, peut se connecter à beaucoup de bases de données dans le monde pour pouvoir faire des corrélations beaucoup plus faciles. Il y a quelqu'un, il a 30 degrés de fièvre, il tousse, il est en Zambie, il a fait tel pays. Donc, on peut faire beaucoup de corrélations et sortir du système à probablement celui-là souffre de telle ou telle chose. Et ça fait que le médecin en question n'a pas besoin d'être dans le pays ou dans le village où la personne se trouve avant de faire un diagnostic beaucoup plus efficace. Le dernier cas est vraiment le plus critique et le plus difficile à mettre en place parce que l'infrastructure doit être beaucoup élevée. Le niveau de connectivité dont on a besoin ici
est au-delà du GSM ou de l'Edge, par exemple, et idéalement, on aurait aimé du 3G, parce qu'on peut faire de la surveillance à distance, on peut faire des exercices kinés à un patient. Vous imaginez, en général, quand le kiné veut vous soigner ou vous faire des activités, il vous fait ça seul à seul, mais s'il y a 10 ou 1000 patients qui sont à des distances éloignées et qui ont tous la même pathologie, alors il pourrait leur faire des exercices à distance en faisant du broadcasting, du multicasting pour pouvoir les entraîner tous à la fois. Et ici, on peut remarquer qu'on a déplacé le Personal Health Record au niveau de la plateforme Mobile Health Service Provider. C'est pour permettre en fait au Mobile Health Service Provider d'être aussi plus efficace et de répondre beaucoup plus facilement aux besoins de l'utilisateur. Avec un système comme ça, on peut permettre à un patient lui-même, cette fois-ci, de calculer par exemple le taux d'insuline qu'il a besoin de s'insérer, plutôt que d'aller chez le docteur et que le docteur, sur base des différents graphes, lui calcule ça, alors que le calcul se fait de façon standard, mais connu par les médecins et utilisé par les médecins. Pourquoi ne pas implémenter ça dans un système pour que dès lors que le patient est à la maison, le capteur Bluetooth a détecté tant au niveau de sa pression sanguine, il a un autre capteur de température, il y a un autre capteur visuel. Ah, monsieur, vous êtes très malade, il faut que vous preniez ce médicament maintenant. Ou bien, monsieur, votre état est très critique, vous avez besoin de voir votre cardiologue maintenant. Et donc, bien sûr, avec ça, on pourra augmenter le niveau des soins qu'on applique et le patient va se sentir un peu plus confortable dans son utilisation. On peut aussi incorporer ici des modules learning, comme monsieur vient de dire tantôt, tels que apprendre aux patients plus sur la pathologie dont ils souffrent. La plupart des patients n'ont pas le réflexe d'aller sur un forum médical. La plupart des patients n'ont pas le réflexe d'en parler peut-être à des gens qui sont partout dans le monde. Donc, on peut mettre à l'intérieur ici des applications qui en apprennent sur l'état de santé de la personne, sur l'évolution actuelle, sur les nouvelles découvertes. Et quand la personne a un peu de temps, il lit et il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul dans le problème et que les soins qu'il reçoit sont les meilleurs et que le traitement qu'il a actuellement est le meilleur traitement qu'il peut avoir. Et je vous assure que ça augmente un peu un bien-être social parce que si dans sa tête, on a l'idée qu'on est bien soigné et que toutes les conditions sont requises, ça aide beaucoup plus au rétablissement. Donc ça me permet de finir avec les différents cas d'utilisation et je vais maintenant ensuite passer aux différentes architectures qu'on peut utiliser et dont on a besoin en fait dans un système comme le Mobile Health. Mais il faut savoir que pour que ce système marche bien, on a besoin d'avoir certaines fonctionnalités en place pour plus d'efficacité. Et si ces fonctionnalités ne sont pas en place, les différents systèmes qu'on va utiliser ne seront pas interconnectables et ne seront pas interopérables. Et d'où l'inutilité, et donc on a besoin de faire certaines exigences. Donc les exigences en général sont au niveau de la flexibilité, de l'interopérabilité et surtout de la sécurité. Parce que les données médicales, il faut assurer la confidentialité, il faut être sûr que ça arrive chez le médecin. Si un médecin a fait une prescription, il faut que le système puisse tracer quel médecin a fait cette prescription. Parce que si après la personne a des problèmes, on doit savoir dans le système ce qui s'est passé de façon exacte. Donc, au niveau de l'équipement mobile, donc au niveau du Mobile Health Device, le GSM, le bracelet Bluetooth, etc., qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'abord que ça soit facile d'utilisation. Si le patient ne sait pas lire, si le patient est dans une zone rurale, si le patient n'a pas beaucoup de sous, on ne va pas lui faire acheter un smartphone. On va utiliser son téléphone pour faire ce que ça peut faire. Si on n'a pas une connectivité GSM, on peut utiliser l'envoi des données mesurées par SMS. Donc, il faut adapter l'équipement à la cible. L'équipement doit pouvoir être identifiable de façon unique. Chaque patient est unique. On doit pouvoir faire cette identification de façon unique. On a besoin d'une connectivité GSM, l'idéal, et on a besoin d'avoir un équipement sécurisé. Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est la carte SIM qui est l'équipement mobile le plus adapté à ça, parce que la carte SIM associée au code PIN et peut-être à un capteur biométrique peut identifier de façon unique quelqu'un. Et aujourd'hui, avec les processus d'identification des abonnés qui se passent un peu dans le monde, on est certain que cette méthode va beaucoup plus marcher et la carte SIM sera l'élément d'identification le plus approprié pour un système tel que le Mobile Health. Et déjà, vous pouvez être certain parce que c'est la même solution qui est utilisée pour le Mobile Money et pour le Mobile Banking et ça marche très bien. Au niveau du service en question qu'on le donne,
tout le monde sait que quand on a un service et qu'on n'a pas d'assistance, ça ne marche pas. Donc, il faut au minimum prévoir une assistance en ligne, permettre au patient ou à l'assureur du patient ou à l'observateur du patient de regarder les mesures ou l'évolution des données qui ont été prises ou mesurées au niveau du patient via un portail web, que les paramètres soient faciles à être implémentés, surtout par exemple si on doit mettre des valeurs thérapeutiques pour dire à partir de tel seuil, déclencher telle alarme, à partir de tel seuil, contacter un médecin, à partir de tel seuil, envoyer la personne à l'hôpital. On a besoin pour l'interopérabilité d'utiliser des standards internationaux. Au niveau des exigences de sécurité, bon, c'est trivial, j'en avais donné quelques exemples. On a besoin d'une connectivité sécurisée de bout en bout avec le réseau d'opérateurs mobiles, un mobile network operator, authentification, et puis l'une des choses les plus importantes aussi, c'est la facturation. Il faut, pour que le système soit viable, que des gens payent pour. Donc le patient, on doit pouvoir tracer la transaction et être capable de le facturer. Et une fois encore, seuls les réseaux mobiles sont encore adaptés à ce système parce qu'ils ont un système de facturation embarqué, soit au niveau de la carte SIM, soit au niveau du réseau de l'opérateur dans les CDR ou Call Data Records. On doit utiliser des formats internationaux qui existent. On a, pour ceux qui connaissent, le Health Level 7, le IEEE 11073, et puis les standards au niveau radio doivent être le Bluetooth, le Zigbee ou des câbles qu'on doit utiliser pour connecter l'équipement de mesure à un ordinateur ou à la passerelle qui doit faire l'enregistrement de toutes les données qui vont être envoyées au niveau de l'opérateur. Voilà, je m'excuse, je ne sais pas si derrière vous pouvez correctement voir cette architecture d'interface et standard. Ici, vous avez tous les équipements de mesure qui existent, tels qu'un thermomètre, par exemple, une pèse, une balance, un mesureur de pression sanguine, tous les équipements que les médecins utilisent aujourd'hui à l'hôpital pour prendre des mesures au niveau d'un patient et que le patient lui-même, en fait, a la capacité d'utiliser parce que les cas que nous traitons ici ne sont pas des cas critiques. Le patient a encore tout son état d'esprit, le patient peut encore aider à prendre des mesures. Et ces équipements peuvent être connectés au GSM ou à l'équipement disponible au niveau de l'utilisateur en utilisant un réseau Personal Area Network ou un réseau local avec les technologies que j'ai citées tout à l'heure, comme le Zigbee, le Bluetooth, etc. Et le but, c'est d'agréger ces données-là en un point et de les envoyer au centre de télémédecine en utilisant les standards tels que définis par le World Wide Web Consortium, XML en l'occurrence, ou définis par le Integrating Health Enterprise, qui définit tous les standards qui permettent d'envoyer les messages depuis les mesures jusqu'au réseau de l'utilisateur. On a besoin de ces standards-là parce que la façon dont vous allez coder les mesures de pression sanguine va être différente de la façon dont on va coder les mesures de poids. 10.1 et 11, par exemple, au niveau de température, c'est très différent, mais au niveau du poids, par exemple, 10.1 et 11 kg sont plus ou moins la même chose. Donc, la façon dont on va coder chaque type de données va être différent et c'est défini dans des standards décrits par le H-Level 7. Le modèle d'architecture est divisé en 3 grandes parties. Vous pouvez voir ici, ça c'est l'architecture au niveau de l'utilisateur, le Mobile Health Device. En bas, ici, c'est l'architecture au niveau du professionnel de santé, le Mobile Health Clinician Device. Et puis, ça c'est le réseau de l'opérateur. Donc, au niveau du réseau de l'opérateur, on a un module SMSI qui va connecter à l'équipement GSM de l'utilisateur. On a un module OTA, Over the Air, donc, qui permet de programmer la SIM à distance. On a un module de facturation qui, lorsqu'on détecte des transactions entre l'abonné et le réseau du fournisseur d'accès ou du service Internet, on peut facturer immédiatement. En bas ici, on a un portail web qui permet à tous les utilisateurs du système de visualiser ce qui se passe. Et à la fin, on a les 2 types de serveurs, le Personal Health Record et le Electronic Health Record ici. Donc ça, c'est une architecture standard avec chaque interface et la plus grande importance est ici au niveau du Mobile Health Service Provider. Donc vous pouvez vous rendre compte que rien n'est nouveau sauf le Mobile Health Service Provider que n'importe qui ici, s'il est bien fondé dans les technologies de l'information et de la communication, peut développer et permettre à l'amélioration des soins dans le domaine de la santé.
Ensuite, au niveau de l'architecture ou de la suite de protocoles, ce qui a été défini, toujours par la Continua One Interface Alliance, c'est que au niveau le plus bas, au niveau de la couche 3, c'est Internet Protocol de facto qui sera utilisé. Et au niveau de la couche physique, on peut utiliser le Wi-Fi, le réseau cellulaire, l'Ethernet au niveau de la couche 1 et 2. Maintenant, au niveau des couches les plus hautes, on peut prévoir l'utilisation de SOAP, Simple Object Access Protocol, qui sera basé sur les web services en utilisant des basic profiles. Donc, tous ceux qui sont informaticiens ici connaissent plus ou moins de quoi je parle, et sûrement mieux que moi. Et en haut, le plus important, c'est au niveau de la collecte des données ou des données qui sont mesurées au niveau du patient en question. Et ces mesures-là doivent intégrer des sémantiques qui sont définies par le Health Level 7 et le Integrating Enterprise Patient Care Device ou les autres standards que j'ai décrits précédemment. Ici, quelques exemples d'applications de télémédecine. Il y en a deux grandes catégories, soit des applications qui sont orientées vers le patient ou des applications qui sont orientées dans le renforcement des capacités des médecins ou des professionnels de santé. Et ils vont du bien-être du patient, par exemple, au diagnostic ici, au traitement ici, à la prévention. Et la plupart se basent, par exemple, sur des envois de SMS, des codes USSD, Interactive Voice Response, des applications ou des équipements spécifiques. Et les différents acteurs de ce domaine peuvent être des opérateurs mobiles, des vendeurs d'équipements, compliant mobile health, et puis des développeurs de contenu. Donc ici, vous allez voir que la plupart du temps, c'est des connectivités basiques qui sont requises au niveau d'un réseau de l'opérateur et qu'on peut trouver normalement dans tous les réseaux. Donc la solution sera facilement adaptable d'un pays à l'autre, puisque les normes et interfaces standards sont déjà faites. Bon, on peut continuer ici, mais ceux qui sont intéressés pourront voir la présentation de plus près. Je m'excuse que ce ne soit pas aussi clair pour ceux qui sont peut-être derrière. Bon. L'avant-dernier point, avant que je ne passe au niveau de l'application, c'est la sécurité. Tout le monde sait ici que la sécurité est un aspect important pour pouvoir rendre confidentielles les données utilisateurs et assurer l'intégrité dans le réseau. Mais plus encore, on a besoin de la non-répudiation, comme j'ai dit au départ, pour être sûr que tel médecin a prescrit telle chose à un patient et on pourra tracer le médecin après. Ensuite, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'assurer cette sécurité-là dont on a besoin. Et la plupart se focalisent simplement sur la connectivité de bout en bout entre le Mobile Health Device et le Mobile Health Platform. Donc, si cette sécurité est assurée, alors celui qui fournit le service mobile de santé va assurer une interconnexion facile en créant un tunnel SSL ou VPN entre l'abonné d'un côté et le professionnel de santé qui doit soigner le patient en question. Et ici, il y a trois grandes méthodes que j'ai décrites, mais la seule que je vais aborder très rapidement sera l'application Mobile Health embarquée sur la carte SIM de l'abonné. Aujourd'hui, c'est la meilleure solution puisque c'est ce qu'on a comme expérience du mobile banking, du mobile money, et on sait que ça marche bien. Et les grands avantages de cette solution, c'est qu'actuellement, tous les SIM cards ont assez d'espace, en général, pour héberger une application supplémentaire et pour faire le reste. Donc, cette solution, bien sûr, est universelle, portable, accessible à tout le monde et interopérable. Donc, ça me permet de finir cette partie qui est la description d'un système de mobile health. Et je vais me pencher maintenant sur le dernier aspect, qui est la présentation de ePharmacyNet. ePharmacyNet est une application ou une plateforme qu'on a développée, conçue avec des professionnels de la médecine et des télécommunications au Bénin et en Allemagne. Et le but est d'éviter le problème de pharmacie-tourisme. Aujourd'hui, quand on prescrit un médicament ou des médicaments à quelqu'un, il doit parcourir peut-être 4, 5, 6 pharmacies avant de trouver la liste complète dont il a besoin. Ce qu'on va faire, c'est d'introduire la géolocalisation sur son téléphone, mettre toutes les pharmacies qui existent dans une plateforme à l'intérieur du système et permettre au patient, à partir de sa position, de savoir tout de suite où se trouve la plus proche pharmacie qui dispose de tous les médicaments dont il a besoin. Le système a été testé au Bénin en 2010 avec 434 patients et ça a reçu le prix international de l'informatique médicale en 2010. Et la semaine passée, l'OMS aussi a approuvé le système et a accepté de donner des fonds pour son implémentation et sa mise en œuvre au Bénin. Donc,
Le patient, ici, j'ai décrit le système, et le système peut aussi permettre de faire un paiement en ligne ou d'être livré à distance. Et je vais tout de suite passer à l'architecture pour finir. Il faut savoir que dès lors que vous avez un patient qui reçoit une prescription médicale, il va connecter à la base de données centrale. Cette base de données va vérifier si le médicament a besoin d'une prescription médicale, se connecter à la plateforme des médecins, vérifier que le médicament a été bien prescrit. Ensuite, la requête sera envoyée à toutes les pharmacies et la plateforme centrale va essayer de récupérer ces informations, les recouper et renvoyer la liste adéquate au patient pour que le patient ait la pharmacie la plus proche qui dispose des médicaments dont il a besoin. Donc ça m'amène à la conclusion de ma présentation qui montre bien que les technologies de l'information et de la communication peuvent être utilisées dans le domaine de la santé et que le mobile health est capable d'augmenter le niveau des soins de santé, d'augmenter le nombre des centres de santé de façon virtuelle parce que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez être soigné et donc on peut avoir un meilleur suivi et de meilleures statistiques au niveau national. Désolé d'avoir été si rapide à la fin. Merci de votre attention. Thank you very much, Farrell. I think you've heard from the two presenters how technologies can be used, obviously, to enhance both the provision of and access to both education and health, which are critical issues in any society, and how, of course, technologies can equalize opportunities in terms of making communities themselves engage with these two critical issues, and how, of course, the communities can be empowered through technology. All right. Now, we've got about 15 minutes of questions and comments, please. And the mics are on. And please state your name and who the question is directed to. Okay. Hello. My name is Sheon from Nigeria. My question goes to the first presenter, Mark. The presentation seems like it's a marketing thing, and I want to be sure what is being marketed, because you presented the software, you presented the video, you showed us a phone. I want to really know. It sounds like it's really marketing thing. And if it's whatever it is that you're trying to market, who are the target group? Because I saw some kids, so it's looking like it's more of a primary or secondary tool. So I need to be clarified on that because I belong to higher institution, so I want to know how this fits into me, into my own educational sector. Then the third question is, does what you presented, does it bring some form of low-cost expense to institutions or maybe secondary schools in Africa? Does it subsidizes on the current solutions or technologies that we have in the market? I would like to hear the comparison. Is there any reason why we should embrace the tool that is being presented by you? Okay, thank you. We take a round of questions, 3 fast questions, and then we let the presenters answer. Yes, next, please. Thank you. My name is Caleb Akonbi from Nigeria. I have 2 questions. The first one goes to the last presenter. This is a beautiful work, but I want to know whether you are really concerned with primary health care, knowing that the issue of health is a sensitive issue, and you cannot rely on the data from patients, especially when you are considering rural people, uneducated ones. Now, if you want to, obtain your data from what is being, delivered by the patient, I'm sure I want to wonder whether you get accurate results. But if you are referring to primary health care, I'm okay. But if it is for the other aspect of health, I want to know how you achieve that, so that we will not create complexity
in an attempt of using IT to solve problems. So I would want to know, well, your aim, I mean, the way you feel you want to achieve this. I know this will help the earth, but if it is employed for the real medical treatment, I foresee some problems. The second question goes to the first presenter. I want to look at the issue of affordability. Are you presenting this are you liaising with a government of a country, or you want different schools to tax their students to obtain this tablet? This is a good work, but we have to consider the cost. We have to consider the issue of power, especially in African countries, where issue of power is a major one. The third one, how will you eliminate abuse on the use of tablets? Because most students, if you ask them to depend on using tablets, while all of us are enjoying internet to do reasonable things here, you give it to younger ones, you risk the chance of getting the negative aspect of the internet. I don't know whether you have put this one into consideration. Probably you disable some devices. I wouldn't know how you do it. So we want to have information about that. Thank you. Alan? Alain Ayina, I work for Africa. I want to ask a question to my brother from Benin. Here we are talking about using ICT, but especially GSM mobile network to collect data and help solve health problems. That make me think of running a critical network, or I could call it emergency network, because if I'm sick and I communicate with my doctor through what you said, and we know that our mobile network in many places in Africa are not reliable. So what are the options? Do we have a backup plan in case of issue with mobile network not being reliable? My second question is about the security. I would like to know more, because you said encryption, authentication, and I hear you also talk about SSL, VPN. So are we doing this from the cell phone up to but you said end to end. So I see from the cell phone to the server where the application is. So I would like to hear more about how this works. Thank you. All right, we, Aminata, and then we let the presenters respond, please. Thank you. So, Aminata, I have two questions. The first, for the first presentation, I would like to know what are the references for the smartphone for $40 you just show us. And I do agree with you that even though the smartphone cost, even if they cost $40, if they are not targeted to the local need, people will not buy them. But I would like to know what are the references of the smartphone you just showed. And my second question is... Could you just repeat that last bit of the question again? I would like to know what are the references for that smartphone. Maybe I didn't pay enough attention. I don't know the references of the smartphone. My second question is for Farrell. I would like to know some of the applications you showed during your presentation. Are they tested and used already in Benin or somewhere in Africa? Thank you. All right, I think we start with Mark. He has a few questions about affordability, who the target audience is for these technologies that he's trying to sell, apparently. Mark. Okay. Right, thank you for the question. What is being marketed? What is being marketed, as far as I'm concerned, thank you, isn't specifically a tablet, although I'm quite happy to sell you a tablet if you would like one. It's the concept that now we can create on a tablet something that is much more appropriate in the way of learning than many of the other things that you've seen on smartphone and tablet devices before, particularly on app stores.
If you go on app stores at the moment and look around for learning material, you'll generally find some fun games, you'll find something to help you with your homework in maths, you'll find something to help you with your languages, and so on. And they're a mixture of games and serious stuff, but they are not a complete learning system. What we need in many of our rural schools in particular, where there are lesser trained teachers, where teachers don't want to go, where there isn't power and so on, as you also pointed out, is a complete system, so that there's something for the teacher who may not have any training, the teacher who hasn't got any lesson plans, the teacher who is standing up in front of the class and simply repeating the words in the book and then expecting you to repeat them rote back again to him or her. So what we've done is to create something that's much more comprehensive than that. Here is in detail the lesson plan that the teacher is expected to go through this lesson. And he or she, if they wish to, can prepare in advance. We hope they do. But if they don't, they can at least be reading this out, the complete learning objectives and exactly what should happen in the classroom. And that is sitting on this tablet device. In conjunction with that is the actual learning for the student. That is the kind of lessons that you've seen. There are thousands more. That indicate, well, that help the student to understand the learning in that lesson and to do so in his or her own language. Very important, and always voiced so that it deals with people with low levels of literacy, very simple to use, and the one-year teacher training course that's sitting on the tablet to move that teacher forward to using much more child-centered learning in the classroom. It's all primary school that we've done at the moment. It's grades 1 to 7. It's in English and 8 of our local languages, but it's not difficult to translate. Well, it's actually extremely difficult to translate into anybody else's language. Don't ever start to try and translate things on computers, but it's doable. Is it cheaper than current forms of education? Depends what you're paying at the moment. One of the problems, certainly in this country, and I'm sure it's true of many others, is that primary education was made free. That's not a good thing. Generally speaking, it means that the school has got no money instead of having some money. And so it's going to be up to the PTAs, it's going to be up to the community schools, it's going to be up to the parents and so on to try and find money for whatever is going to be the improvements to teaching. And frequently now that's paying salaries for teachers, it's building wall fences around the school, it's all sorts of other things that people do, which is why we've concentrated heavily on the element of sustainability, putting additional material on there that's useful to the local community and from which they can generate revenue, which means income to the school. So yes, at 50 cents a term, is it cheap? Well, for some people that's not cheap, for others it's cheap. Is it affordable? Yes, in many cases we think it is. Are the government on board? Yes, the government is on board. Will the government pay for it eventually when the pressure comes from the general population? But it doesn't need to. This is affordable even without that, I think, and that applies to any of our countries. What's the power situation? The power situation is that the majority of schools do not have mains grid power supplies. So all that we're doing is designed to work off solar, and it will either work off personal solar, like one of these devices, or it will work off the kind of solar that of course can be pre-installed on school roofs. It has a cost. There is quite often help from government, but it's not a huge cost. How do you stop abuse? These tablets are preloaded with the lessons. You don't need to go to the internet for the lessons. They're already there. The community, the other side of a password, teachers, the other side of a password, and home versions of this tablet have got internet access, but it is content-filtered internet access. So it's child-friendly internet access. They cannot get out and do anything that's inappropriate. The tablets are entirely locked down. You cannot install apps, you cannot delete apps, you cannot modify apps, you cannot change the configuration, for the obvious reason that we don't want a tablet going out to a rural school and then 3 weeks later they've deleted the word processor, they've deleted half your lessons, they've replaced 2/3 of your learning with Angry Birds.
we don't want that kind of thing happening, so it's kind of locked down. And that has implications as well. As it happens, the government has deemed this to be, in this country, an educational device, therefore zero duty, therefore zero VAT, and so on. And we think that would apply elsewhere. And lastly, the thing that I noted was, are we selling a different product on a smartphone? No, but as you're quite rightly pointing out, I think what we are going to see is a reason for people to have a smartphone. People in rural communities don't buy, at this point in time, Android smartphones because they mostly don't want Angry Birds and they mostly don't want Facebook. You know, what's on tonight generally is sort of something exciting like a dog barking or a chicken cooing. You know, what's on in the village is quite a different kind of community from what's on for the mobile teenage market here in towns. So we need to create that demand that a phone has on it education, agriculture, business, health, and that it has that in vernacular and it has it in a way that doesn't require high levels of literacy. So we have just got a scaled down version that will work on any device. It can be preloaded, and I think that's very important. Those of you who read some of the foreign press may have read an interview with Eric Schmidt, the CEO of Google, the other week, in which he was saying what the developing world needs is education in vernacular, preloaded on mobile devices. We're aiming to see Eric Schmidt and try and find his checkbook, because that's exactly what is needed. Preloadable, so that you don't spend huge amounts of money on bandwidth, but when you then want to go into the iFarming system, which we've got, and then you want to learn about your goat, and then you want to sell your goat, terrific. Then that's the time for your mobile money to come into operation and to get connected to the network. So I think it has a place, and both have a place, and we will see that migration coming very soon now. Thanks, Mark. Pharrell? Ok, merci Georges. Merci pour les différentes questions. Je vais commencer tout de suite par la première question où monsieur était intéressé à savoir si l'application ou le mobile health dont on est en train de parler ici discute beaucoup plus de soins primaires. Ma première réponse, c'est d'abord oui. Il faut savoir que le mobile health n'a pas pour but de remplacer les soins médicaux actuels. Le seul but du mobile health, c'est d'améliorer l'efficacité. Donc, si quelqu'un n'avait pas accès aux soins de santé avant, le fait d'introduire les technologies de l'information et de la communication lui donne un accès supplémentaire. Ce n'est pas de remplacer le médecin qui existait par des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai dit qu'il faut adapter les équipements aux cibles qui doivent utiliser le système. Premier cas d'utilisation, c'est que la personne n'est pas capable du tout d'utiliser un équipement de technologie de l'information et de la communication. Deuxième cas, la personne a beaucoup de niveaux dans le domaine des télécoms ou de la santé et peut lui-même manipuler ces données. Troisième cas, c'est le cas le plus complexe et j'ai dit que c'est beaucoup plus difficile de trouver ce genre d'applications dans les pays en développement parce que ça nécessite une éducation et une expérience à long terme. Mais dans tous les cas de processus, il faut savoir qu'on va former des personnels intermédiaires. Ça peut amener par exemple à avoir des infirmiers mobiles. Et vous savez qu'on a beaucoup plus d'infirmiers que de docteurs. Donc, au lieu que les patients se déplacent pour aller à l'hôpital tous les jours, mais on peut avoir des professionnels de santé qui se promènent de maison en maison ou qui sont beaucoup plus proches des patients afin de leur fournir les différents cas. Ajouté à tout cela, il faut savoir qu'il y a de la régulation aussi dans le domaine de la santé pour définir ce que c'est qu'un équipement médical. Est-ce que si je fais un test avec cet équipement-là, à quel niveau de sécurité ou de fiabilité cet équipement est voué? Si l'équipement est acheté à la pharmacie, plus besoin de se poser cette question, puisque ça devait être fait de la même façon que ça se faisait avant. Donc ça, c'est une autre présentation que je pourrais vous faire ou vous envoyer plus tard, mais qui parle de la régulation dans le domaine de mobile health et qui va vous donner toutes les étapes qu'il faut en fait pour dire si un équipement est un équipement médical ou non. Je parle d'un équipement mobile, bien sûr. Pour la deuxième question, je pense que ça rentre aussi dans le même cadre, plus ou moins que la première, dans le cadre du backup. L'équipement marcherait mieux si on a une connectivité Internet, mais si on n'a pas de connectivité, tout le backup peut se faire aussi par SMS. Parce que, à part les cas où on a besoin d'une vidéosurveillance ou d'une conférence voice over IP,
On n'a pas besoin d'une connectivité haut débit et la plupart des applications que j'ai décrites peuvent se passer via USSD, dans l'échange de code SMS, soit par SMS standard, soit simplement par un appel vocal. Donc tout est possible. Et je répète, ce n'est pas pour remplacer. Si la personne n'avait pas accès à un médecin, même si on lui donne un réseau qui est mauvais, ben ça ne change pas le fait qu'il n'avait toujours pas accès à un médecin. Donc en termes d'inaccessibilité à la médecine, ça ne change rien du tout. Nous, on lui offre juste une possibilité supplémentaire. Peu importe que d'un moment à l'autre, cette possibilité tombe en panne. Mais ça ne remplace pas le système initial. En ce qui concerne la sécurité, j'ai parlé de 3 façons d'implémenter la sécurité ici. La première, c'est ce qui est utilisé dans les réseaux GSM pour l'encryption radio standard. Et ça se passe simplement sur l'interface Air entre le téléphone mobile et le réseau de l'opérateur. Pas très efficace et tous les opérateurs ne l'implémentent pas pour le moment. La deuxième, et qui est très rarement utilisée par les opérateurs, c'est du Transport Layer Security avec du Generic Bootstrap Architecture qui permet en fait de simuler un fonctionnement en mode PKI, Public Key Infrastructure. Et donc, dans ce cas, on va mettre en place un échange de clés entre les deux. Et il est souhaitable, en fait, que ce soit le réseau mobile qui s'en charge. Donc, au lieu que le fournisseur de services mobiles soit séparé de l'opérateur mobile, les deux vont faire fusion. Et c'est d'où la nécessité, en fait, que l'application puisse être préloadée sur la carte SIM. Et donc, avant qu'on lui donne cette carte SIM à l'abonné, on a toutes les informations qui sont mises sur ça et qui vont aider à rendre unique la communication entre l'abonné du réseau GSM et le médecin qui doit soigner la personne en question. Mais on pourra encore voir des détails si monsieur souhaite avoir des informations supplémentaires. Au niveau de la dernière intervenante, oui, des applications sont testées et utilisées. Quand on a présenté ePharmacyNet à Washington, immédiatement, un des États des États-Unis, Alaska, a demandé à utiliser ePharmacyNet parce qu'il a une démographie qui ressemble un peu plus à l'Afrique. C'est grand, c'est désertique, les centres médicaux sont très éloignés et ils ont vu que utiliser ePharmacyNet pour permettre à leurs patients de trouver la pharmacie la plus proche était très utile pour eux. Il y a d'autres applications qu'on a mises en place qui sont encore en cours de test et je pourrais en donner quelques autres exemples. Merci. Thank you very much, Pharrell. I think we may have time, if you allow me, maybe another 5 or so minutes to allow the delegates to ask any burning questions that they may have. Probably 2 questions, please, and I'll allow the presenters to respond to those before we close. Alain? Oh, yes, you. This is Alain again, and this time I speak French. Alors, donc je comprends. Vous dites que ce n'est pas pour remplacer système de soins qui existe, mais il faut qu'on soit suffisamment clair parce que parce que quand on vous écoute, il y a plusieurs services et ça peut aller jusqu'à créer cette dépendance. Parlons de ceux qui ont aujourd'hui accès. Ça va créer une dépendance aujourd'hui entre le malade et le service de soins, etc., etc. Et donc, on pourrait finir par aller vers l'utilisation de ces systèmes-là comme un moyen efficace. Et je pense que peut-être qu'en améliorant l'infrastructure ou en se dotant de réseaux de type, qu'on classe les réseaux de type Emergency Network, on peut peut-être faire quelque chose de mieux au lieu que de dire on gère quelque chose de sensible et on le fait comme si on le met en mode best effort. Donc si c'est en mode best effort, je me pose la question, est-ce que ce serait vraiment utile? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers quelque chose avec une qualité de service pour vraiment pouvoir atteindre les objectifs? Good afternoon. I hope the audience will not feel like troubled that Nigerians are asking so many questions on this platform today. Because my name is Timothy, and I'm also from Nigeria. It could be possibly because we are passionate about education. Starting from a point of view, I want to bring to our notice that so I want to direct my question to Mark about the high school software. Recently, about a few weeks ago, a state government in my country, Nigeria, launched a similar device on Android platform, purely e-learning material called Tablets of Knowledge, which was domesticated for
citizens of that country, and is currently in use. I had opportunity of interacting with the software, and it's as same as what you have. But what I would like to ask was, that project was born out of a research of close to 8 to about a year before it came out from Osun State. I had somebody asking state in Nigeria. Now, I want to ask about the maintainability of the device. Should anything go wrong with the device, maybe one way or the other, hardware problem, software problem, anything, device just stop working, how do they get to fix them? Also, I want to ask about the software update. You said you have disabled internet. Should you want to develop more, because I believe it looks perfect, but I want to believe a lot of things can still be done. Now, when you release updates, how do you get the update to your users, since you have disabled internet and some other things that you can use to get the updates? And lastly, but not the least, you answered one of the questions that was asked, that the government is actually in support of your work, and it's an idea that has been brought over by them. But I just would like you to confirm the curriculum content. Was it from the government, or you actually developed some of them yourself? Thank you. Thank you for the presentation. My question goes to the second presentation. How affordable and reliability of the system, looking at the number of devices to be used? Then my second question is, what is the ratio of a doctor to patient, considering the shortages that we have concerning the medical personnel in Africa? Or have you developed an intelligent system that can be handling some of the problem that the patient might be facing, considering that the same doctor that can be going through the questions and the diagnostic that may be coming from the patient might be as well having problems in hospital attending to patients? Thank you. All right, it seems like Mark, you got two questions about the maintenance of of your device, and whether the development of the curriculum or the involvement of schools perhaps, or the government in curriculum development. And Pharrell, again, it's about affordability and obviously the efficacy of your technology. I would like to ask each one of you to respond, and as you do that, please make your concluding remarks. Mark, please start. Thank you very much. Oh, thank you. Yeah, there you go. Yes, thank you very much. How to fix the problems when these devices go wrong? Well, we hope they don't go wrong too often. I don't know how often your tablet goes wrong. You can plug it into the electric mains, and the electric mains, instead of delivering 220 volts, delivers 280. And that certainly will happen. So you'll need to have spare parts for your chargers, no problem. If you're living off solar, that's not such a problem until the sun goes in. You're going to drop it down the toilet from time to time. Yeah, we're going to get a few people who do that sort of thing. But on the whole, it's much easier to maintain, in the sense that you don't maintain it, than a conventional computer in a computer lab. So the intention is certainly that once we've given those to schools, that they will just send it back. If it fails, send it back in an envelope with the next person who's coming out of the village. And there will be some spares. Some spares will be held locally, and it will simply be replaced as a whole. There would not be any intention to take the back off and start playing around inside that thing, at least not near the school. How to update and make sure that you've got the latest material on it. There is an update feature on these devices. There's a piece of within the administration facility which the teacher or parent will administer. There's a button that says update. That assumes that you've got an internet connection at the time of some description. It may be from a Wi-Fi device like these kind of things. We try and make sure that everybody's got some kind of connectivity. If they haven't, that they can go somewhere that they have.
and that will find the latest changes, which might be new lessons, it might be patches to the apps, and so on, and it will update them. If there's huge updates, then bring it into the closest service centre, which is in about 30 towns around the country. And does the curriculum come from government? Yes, it does. We've taken the entire primary curriculum, every single thing, from swimming to knitting to anything, to PE, to music, to art, to anything you like, as well as the core curriculum subjects, and we've taken those individual points. Now, the government does not produce lesson plans. The government says, here are the statements of attainment that we expect you to achieve in this particular year, in this particular subject. And those have been amplified then out into what's actually being taught. So the government's, the Ministry of Education's Curriculum Development Centre has approved all of that, as well as the learning methodologies, as well as the teacher training and so on. And they've taken part in all of that. So it is based on the government curriculum. If you look around the curricula in the rest of this region, they are 80+% similar in most countries. So to remap to another country is not a huge challenge. To retranslate, of course, is a different challenge. But the actual curricula are not so different. So I would be very interested to see how comprehensive the Nigerian system is and whether we can work with them and with anybody else who's trying to do the same thing around the continent, because clearly doing this together is extremely important in order that we can minimize cost at the end of the day to the child and the parent who is the end user. Ok. Merci pour les questions des deux derniers des intervenants. Et donc, pour répondre à la première question, j'insiste sur le fait que, bon, monsieur a très bien raison de dire que à partir du moment où on commence à utiliser le système, il y a une dépendance qui va naître. Et lorsque cette dépendance naît, vous allez voir que j'ai décrit 3 cas d'utilisation. Premier cas, simple. Deuxième cas, plus compliqué. Et troisième cas, c'est là où il y a une dépendance complète et le système Mobile Health devient comme un système que tout le monde doit utiliser. Et là, il doit y avoir une régulation qui existe. Et dans les pays qui ont commencé à mettre en place le Mobile Health, le ministère de la Santé, le ministère des Télécommunications se mettent ensemble pour définir des canevas d'utilisation. Et là, le fournisseur de services Mobile Health doit être un fournisseur accrédité par le gouvernement avec un cahier de charges pour lui définir ce qu'il doit faire, comment il doit faire. Ensuite, les équipements qui vont être utilisés dans le cadre du Mobile Health, que ce soit des équipements en télécom, des smartphones ou non, ces équipements doivent être homologués selon la loi ou la réglementation dans le domaine du Mobile Health. Et bien sûr, en travaillant ainsi, on va spécifier tout ce qui est qualité de service dans le domaine pour que lorsque la dépendance est créée, que les utilisateurs du système ne soient pas escroqués ou que le système fonctionne mal. Et donc, je suis d'accord que dès lors que la dépendance naît, on part dans le troisième cas, mais dans le troisième cas, il doit forcément avoir de la régulation qui naît. Et une régulation à part entière est mise dans ce cas-là et classifie tout ce qui est équipement de télécommunication simple, équipement médical, mobile health d'un autre côté, avec toutes les spécifications qui rentrent en jeu. Et pour la dernière question, en ce qui concerne ce qui est, utilisation du système en termes de coût, première réponse que j'aimerais donner, on n'a pas pour intention, dans les 2 premiers cas d'utilisation, de remplacer le système, c'est d'utiliser l'existant. Si le patient actuellement a un téléphone qui n'est pas smartphone, la solution qu'on doit lui proposer ou qu'on va lui proposer va se baser sur son équipement en question. S'il a un smartphone, on va adapter ce système-là au smartphone. Et bien sûr, ça va mieux marcher. S'il est prêt à dépenser pour un smartphone ou qu'il en avait fait le programme, ben, ça marchera encore mieux pour le système. Donc, pour éviter des coûts initiaux très élevés, on essaye d'utiliser le plus possible les équipements déjà en place. Et la plupart du temps, ce sera de la programmation ou du développement d'applications au départ. Et après, pour répandre ça dans tout un pays, par exemple, ce sera le développement d'infrastructures. Là, on a besoin des politiques, du gouvernement pour pouvoir en fait conduire ce projet-là à terme. C'est ce que je vais dire. Et j'ajoute que le mobile health actuellement tel que c'est pour des soins de santé à faible risque. On n'a pas besoin d'opérer la personne. On n'a pas besoin d'opérer la personne dans le même jour. Quand c'est ce cas-là, ce n'est pas couvert par le mobile health. Hein, pas encore. Merci beaucoup. All right. Thank you very much, Pharrell and Mark. As I started by saying, I think education issues and health issues affect all of us. And I think they've, all from their contributions, we've learned that, you know, there's so much to be done and that we can achieve
so much if we obviously use some of these technologies to ensure that there is access and that we equalize the opportunities that exist in society, but also that some of these issues are complementary, they're not exclusive, and that they help complement the existing resources and efforts that have been invested by governments and various other actors in society to obviously ensure that we have good education and health systems. And I think Pharrell wants to add something else. Ok, j'invite encore tous les développeurs et tout le monde aussi de savoir que vous pouvez toujours participer dans le développement des applications mobile health. La chance qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore de normes et des standards qui sont développés au niveau IP, au niveau qualité de service, au niveau traffic flow dans le réseau, et donc beaucoup de choses peuvent être encore faites. Afrinic, ISOC, IETF, tout le monde peut contribuer à l'élaboration de normes et protocoles dans le domaine. Aujourd'hui, il n'y a que les États-Unis, à travers le Food Drug Agency, qui développe des normes dans ce domaine-là, et donc on peut beaucoup faire, et l'Afrique peut être l'un des pionniers dans ce domaine. Merci. All right, thank you very much, Pharrell, and I think please join me in thanking the presenters. And that is the end of the day. Thank you very much once again for being an attentive crowd and for engaging with the issues. And I should say that Mark and Pharrell will still be around, so you can still engage them and you can still continue with the conversations that we've had here. Thank you very much and have a good evening.